Face à la menace russe, Donald Trump peut-il lâcher l'Europe? Alors que les Européens ont pris des engagements très forts hier, on se demande encore ce que va décider le président américain. Regardons ensemble cette photo que Donald Trump a postée sur son réseau Truth Social. Une photo de lui avec Vladimir Poutine au sommet d'Anchorage, où ils sont en train de regarder dans la même direction. Enfin, comment vous interprétez ce cliché, Magali? Il ne s'engage pas clairement. Hier à Paris, lors du sommet des alliés de Kiev, il avait parlé d'une armée privée qui pourrait envoyer en Ukraine, il avait parlé d'un appui aérien, et puis ça n'a pas été gravé dans le marbre. Il attend de reparler à Vladimir Poutine, et puis il pose cette photo en réponse. On en a parlé hier sur ce plateau, oui, sur justement ce qu'allaient pouvoir espérer obtenir les Européens. Ils n'ont vraiment pas obtenu grand-chose, parce qu'en fait, Trump, il tergiverse. Il tergiverse. Alors, un coup, il dit « Oui, vous avez notre soutien aux Européens », et puis, à un autre moment, il poste cette photo avec Vladimir Poutine. Les Européens, hier, donc après avoir acté leur garantie de sécurité, ont donc pris leur téléphone. Ils ont passé presque 2 heures avec Donald Trump au téléphone pour essayer de le convaincre que eux avaient bien fait leur copie, que tout était clair, qu'ils avaient les garanties de sécurité, ils avaient fait le boulot comme leur avait demandé mi-août, justement à la Maison-Blanche, le président américain. Et en réponse, Donald Trump ne leur a donné aucune certitude, aucune garantie gravée dans le marbre. Alors évidemment, on a lors de la conférence de presse un Emmanuel Macron qui dit « Oui, ça arrive, tout ça va être noté noir sur blanc ». Oui, enfin, ça reste va être fidélisé dans les prochains jours. Extrêmement flou. Et que leur dit Donald Trump hier après-midi, au lieu de dire oui, d'accord, eh bien vous aurez le filet de sécurité, le filet de garantie américaine, il leur dit, écoutez, en fait, ça va être donnant-donnant. En échange, il va falloir que vous mettiez une pression maximale sur la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est gratuit avec Donald Trump. C'est toujours une obsession transactionnelle. C'est donnant-donnant. On sera là, mais à la condition que, donc en fait, de Donald Trump... Il nous faut du chantage. Alors oui, il fait monter les enchères. Il fait monter les enchères, moi je dirais. Mais en fait, il gagne du temps parce qu'il ne veut pas. En fait, il ne veut pas mettre ces sanctions supplémentaires sur la Russie ou les États qui continuent à acheter les hydrocarbures russes. Finalement, il rechigne parce que, et c'est ce que montre finalement la photo que vous montriez au début, ce que voulait Donald Trump au début, c'était surtout reprendre son business avec la Russie. Avoir des entreprises américaines, ExxonMobil, on en a parlé aussi ici, qui puissent se réimplanter en Russie pour les hydrocarbures russes. En fait, c'était ça. Et l'Ukraine est un caillou dans sa chaussure et devient un problème politique parce qu'il y a quand même sa crédibilité qui est aujourd'hui mise en cause. Mais je refusais de vous croire hier, Magali. Je n'en avais pas envie, mais la vérité, c'est que vous avez raison. L'histoire vous donne raison. Arthur Koenigsberg. Oui, sur la photo, ce qui est aussi énigmatique, même si on peut avoir de multiples interprétations, parce que la psychologie de Donald Trump, je crois que pas grand monde ne peut la pénétrer ou la sonder, mais que regardent Donald Trump et Vladimir Poutine à ce moment-là? C'est les B-2. C'est les B-2 que les Américains ont fait voler au-dessus de la tête du président russe lorsqu'il est arrivé en Alaska. On peut l'interpréter ainsi. Et le mot d'ordre de Donald Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, c'est la guerre d'Ukraine. Il ne l'a pas appliqué. Mais son mot d'ordre était d'imposer la paix par la force. Et ça peut être aussi, c'est peut-être cette image-là, parce que ce qu'il avait voulu signifier au président russe, c'était que les États-Unis restaient une puissance, et qu'effectivement, les Russes avaient été quelque peu chamboulés de l'intervention des B-2 en Iran au printemps. Ça, on le sait très bien. Maintenant, pour revenir sur le caractère transactionnel de Donald Trump... On a le sentiment qu'il joue sur les deux tableaux. Mais évidemment, et c'était très intéressant. J'étais en Pologne, moi, les 5 derniers jours, et le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, était reçu pour une visite d'État à Washington cette semaine, le 3 septembre. Et c'est une visite qui s'est très bien passée. Parce que les Polonais ont accepté le caractère transactionnel de Donald Trump. Et le président polonais était venu chercher une chose, c'était le maintien de tous les soldats américains présents sur le sol polonais. Mais Donald Trump lui a dit une chose, très bien, mais c'est payant. Et le ministre de la Défense polonais, Kośniak-Kamysz, disait lors d'un forum où j'étais, il évoquait des chiffres qui peuvent paraître énormes.
les Polonais sont prêts à payer entre 10 000 et 15 000 euros par an pour chaque soldat américain présent sur le sol polonais. C'est ça la logique de Trump. C'est oui, je veux bien continuer à assurer la sécurité du continent européen, mais c'est payant et ça a un prix, et le prix est extrêmement élevé. Donc ça ressemble aussi à du racket. Guillaume Lagarde. Oui, alors moi je suis d'accord évidemment avec l'aspect transactionnel, je suis d'accord avec les ambiguïtés, même si je relève, c'est très intéressant ce que vous dites, les B2, ça peut être effectivement du coup un message adressé à Poutine, c'est très intéressant. Maintenant, je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Magali sur le fait que depuis le départ, M. Trump considère que ça n'est pas sa guerre, lui veut se renouer avec la Russie, etc. Bon, on peut aussi voir l'autre moitié du verre, celle qui est pleine. Et ce qui est vrai, c'est que par exemple, il y a quelques semaines, l'Amérique a décidé d'imposer des droits de douane très élevés à l'Inde pour ses achats de pétrole russe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance. Donc, quand M. Trump nous dit « soyez plus sérieux encore vis-à-vis de la Russie », c'est vrai aussi. C'est-à-dire, vous savez que nous avons des exemptions pour acheter du pétrole russe, nous continuons à acheter du gaz russe. Donc, si vous voulez, il y a aussi dans la position ukrainienne, européenne, une forme d'hypocrisie, disons-le carrément. Et M. Trump est-il fondamentalement différent des présidents américains précédents ? Sur le plan de la forme, c'est évident. Maintenant, sur le fond, l'aide des États-Unis depuis 1949, elle a été idéologique, c'était les valeurs, c'était les principes, mais c'était aussi de la réelle politique. Toute l'Europe a acheté des armes américaines, toute l'Europe a commercé avec les États-Unis. En échange, simplement, c'était pas dit comme ça parce qu'il y avait une forme de politesse diplomatique, on ne mettait pas les choses sur la table comme lui le fait. Donc, il y a aussi un côté, dans ce qu'il nous dit, le roi est nu. Il nous dit, bien sûr que je peux vous protéger, mais tout ça a un prix. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la Pologne. Il y a l'aide financière pour que les 10 000 soldats américains restent, et peut-être qu'il y en ait davantage. Mais il y a même d'autres sujets. Vous savez que, par exemple, les Polonais veulent acheter une centrale nucléaire, les États-Unis sont sur les rangs, et ça pourrait être une des traductions de la protection américaine. Mais je dirais que là, il ne faut pas non plus que nous, Européens, redécouvrions le chaud. C'est le b.a.-ba des relations internationales. Rien n'est jamais vraiment gratuit. Et nous-mêmes, Français, les protections que nous avons accordées à certains pays africains, ça a été aussi en contrepartie d'un certain nombre de choses. Donc, je dirais que ça, c'est normal. Et ce qui est important, c'est avant tout que nous balayions devant notre propre porte. Alors effectivement, ça serait très bien que M. Trump s'engage dans le backstop, s'engage dans les garanties de sécurité. Mais pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure avec le général, ça serait bien aussi que nous soyons, nous, sérieux dans la proposition que nous faisions. Et la réalité que les Américains peuvent avoir l'impression qu'on donne aujourd'hui, c'est que on est bien sûr, et là je reviens vraiment sur le sujet, on est prêt à s'engager, mais attention, on est prêt à s'engager le jour où la paix est revenue. Bon, c'est courageux, mais du point de vue des États-Unis, si vous voulez, ils peuvent se dire finalement, ils n'ont pas mis vraiment encore leur trip sur la table. Ils n'ont pas mis. Alors je suis d'accord avec toutes les conditions politiques qui paraissent pas du tout possibles aujourd'hui, les difficultés matérielles, difficultés techniques. Mais à la fin des fins, si on veut vraiment jouer dans le jeu des relations internationales, dans le jeu des puissances, il faut s'exprimer comme une puissance. Et il est difficile de le faire sans l'outil militaire. Regardez ce que dit Dmitri Peskov sur le président américain. Trump, dans le bon sens du terme, est assez cynique, dans le sens où pourquoi se battre si on peut négocier ? C'est exactement ce que vous disiez, Magali. Et sur la base de ses intérêts américains, il fait tout pour empêcher les guerres. En ce sens, ses intérêts coïncident avec les nôtres. Les intérêts russes coïncident avec les intérêts américains. Et regardez ce que disent les propagandistes à la télévision d'État. En un mot, que s'est-il passé à Anchorage ? À Anchorage, Trump a réalisé qu'on lui mentait depuis des mois. Ce n'est en fait pas la première fois qu'il a préféré croire notre président plutôt que ses propres services de renseignement. La première fois, c'était en 2018 à Helsinki, lorsque Trump a déclaré que Vladimir Poutine lui avait expliqué de manière très convaincante qu'il n'y avait pas eu d'ingérence russe dans les élections de 2016. Le Kremlin est convaincu qu'il a le pouvoir sur le président américain, ou en tout cas, qu'au bas mot, ils ont des intérêts convergents, général. Bon, d'abord, les États n'ont que des intérêts. On l'oublie trop souvent. Donc, que ce soit les uns ou les autres, je dirais que c'est presque logique dans les relations internationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a convergence d'intérêts, mais je ne pense pas que ce soit... Alors, maintenant qu'il soit économique ou militaire, je n'en sais rien. Moi, je vois surtout que, pour moi, aujourd'hui, Donald Trump
et va dans le sens uniquement de Vladimir Poutine. Et chaque jour qui arrive, et chaque événement qui n'arrive pas non plus, parce qu'on attend Trump, qu'on attend le train, il n'est jamais là. Et pour moi, comme disait aussi Magali tout à l'heure, il a fait son choix, mais ça on le dit depuis des semaines. Mais il ne veut pas l'avouer publiquement, peut-être parce qu'il a une opposition aux États-Unis qui pourrait le déranger. Et donc il ne veut pas le dire. Mais il ne prend que des mesures dilatoires. Et comme je disais tout à l'heure, je crois, ou hier, il n'avait aucun problème pour dire demain matin, je vous mets, ou dans 15 jours, 50% de taxes douanières. Oui. Et là, il n'arrive pas à prendre une décision en termes de sécurité internationale. Donc pour moi, il a fait son choix. Et il y a peut-être que nous qui croyons qu'il va changer. Avec quand même un avantage, au moins un autre avantage, c'est que hier, effectivement, les nations se sont organisées, ont fait le projet qu'on leur a demandé, et mettre maintenant Trump devant, finalement, la réalité. Maintenant, vous faites quoi ? Vous nous soutenez ou vous ne nous soutenez pas ? Mais il me semble bien qu'il a dit aussi depuis hier soir, outre un autre tweet, me semble-t-il, où il reprochait aux Européens d'arrêter d'acheter du gaz et du pétrole russe. C'est la seule réponse qu'il a eue après la journée d'hier. Donc, quand je dis qu'il a fait son choix, il l'a fait très nettement. Donc, il ne va pas entrer dans la résolution du conflit. Il ne va pas, à mon avis, influer sur la position de Vladimir Poutine. Il va dire très rapidement aux Européens, il ne va peut-être pas le dire d'ailleurs, débrouillez-vous, de toute façon on le constatera. Maintenant, je reviens à mon plan B, que j'aime bien évoquer depuis 2 jours. Quel est le plan B des Européens si Trump n'y s'y met pas ? Est-ce qu'on va aller faire la guerre ? Je regrette, on n'était pas d'accord sur le point là. On n'ira pas faire la guerre, même si on s'y prépare. On s'y prépare seulement pour ne pas avoir l'affaire, je dirais. Nous n'en avons pas les moyens. C'est une réalité. Donc il va falloir prendre quand même conscience que la situation est peut-être plus grave qu'on ne le pense. Et tant que l'Ukraine tiendra, nous pourrons nous dire oui, on a un espoir de trouver une solution. Mais est-ce que l'Ukraine va tenir encore quelques mois ou un peu plus ? Je n'en sais rien, je ne m'avancerai pas. C'est une vraie question. La question, elle est posée.